Et Oh, donc, ouais, je vous connais. on avait assisté au premier concert là, au mois de mars, on avait trouvé ça très bien. Et puis depuis, on attend avec impatience la reprise. Nous également. Attendez, je viens de penser que... Ah oui, je vais faire une petite chose. Patrick, est-ce que tu as beaucoup de retours de son dans ton son à toi? Moi, non. Okay, Zéro. Ça marche. C'est épaissir ça un petit peu. Donc, vous mélangez comme ça hors du feu, c'est bien important. Sinon, il va y avoir des grillons. Puis la poisson, on allume le feu. Ça va épaissir. Et oui. C'est là? Bonjour. Bonjour. Pourquoi je ne vois pas personne? C'est juste étrange parce qu'à moins que personne ait mis la caméra, je ne vois que les 3 premières personnes. C'est ça, c'est parce que personne n'a ouvert sa caméra. Ouvrez donc votre caméra pour dire bonjour à Patrick, c'est si ennuyé de vous. À moins que vous soyez tous tout nus. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Les gens apparaissent. Bonjour Hélène. Quel bonheur, mais quel bonheur. Enfin, un semblant de vie. Voyons. J'espère juste que vous allez avoir les mêmes commentaires à la fin qu'au début. C'est certain. Je mets ça. Vous me voyez bien comme ça? Oui, très bien. Très, très bien. Wow! Oh! Le modèle. Wow! C'est un carlin? Allez, le problème, c'est que la minute que je vais me mettre à parler toute seule, elle va vouloir jouer puis elle va japper. Allô, Alex? Salut! Ça va? Mimi, viens ici. Mimi! Comment tu as fait pour prendre tout mon écran? Tu sais bien que c'est comme ça. C'est toi le hacker russe déguisé? Ouais. Hey, comme il est beau. Attends l'instant, je vais amener Mimi. Mimi, 2 secondes. Après ça, je t'arrive. C'est votre frère qui a donné la conférence sur l'art allemand? Pardon? Est-ce que c'est votre frère qui a donné la conférence sur l'art allemand? Ben, c'est ce que ma mère dit. Mais on n'a jamais été certain, mais... Notre fille y a assisté depuis Paris, en fait, parce qu'on s'était inscrit, mais pour elle. Et elle-même fait de l'histoire de l'art, et elle a beaucoup, beaucoup aimé. Vous pouvez dire à votre frère. Oui, je pense qu'on a jasé assez longuement avec elle à la fin.
Ouais, c'est ça. Et quand elle a su qu'en fait, sa spécialité, c'était l'art italien, alors là, elle était vraiment bluffée. Oh, oui. Non, Eric, c'est parce que mon frère m'a demandé de faire une conférence. Il vient de faire un grand cycle de conférences sur la peinture à Venise. Et il m'a demandé de faire une conférence sur la musique à Venise au 16e. Ce qui est un coup bas absolument horrible parce qu'il ne se passe rien à Venise. Sincèrement, à cette époque, ça arrive après, mais c'est vraiment, et c'est un répertoire que personne ne connaît, sauf des spécialistes. Donc, en échange, je lui ai demandé de donner une conférence sur l'art allemand, qui est à peu près la réplique parfaite que je pouvais lui adresser, parce que ce n'est pas non plus la période la plus intéressante de l'art en général et en Allemagne de l'art visuel. Non, mais il y avait des choses quand même, il y avait des choses. Oh oui, c'est toujours intéressant. L'idée, c'est toujours intéressant, mais c'est pas. C'est quand même pas les œuvres les plus séduisantes, à part Friedrich, à part quelques-uns qui sont vraiment intéressants, évidemment. Mais en général, c'est quand même parfois même douteux. Donc, on approche de l'heure. Par contre, vous savez, là, on vous entend moyennement, en fait. Là, Moi, j'entends très bien. Ah bon, nous, c'est un peu moyen. Vous voyez, j'entends mieux le monsieur, là, que vous. OK. Je suis désolé, j'ai acheté des écouteurs pour ça, mais ça ne fonctionne pas. On a passé des heures à essayer de les faire fonctionner. Je vais voir si je peux. M'entendez-vous mieux comme ça? Un petit Allô? peu mieux, je pense, oui. Je vais juste voir. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, nettement mieux. OK. Bon, mais ça se peut que, comme on dit dans le jargon, que ça pique. Mais on va le laisser comme ça pour l'instant. OK. On va se donner encore peut-être quelques minutes pour les retardataires. Et nous allons commencer. Cocotte! Allô? Allô? Est-ce qu'on fait quelque chose qu'on ne fait jamais en concert, comme commencer à l'heure? Oui, bonne idée. Essayez pas de me faire croire que vous êtes tous super occupés à 20 heures. Hein? Ça ne fonctionnera pas. Donc, demain soir, c'est à 6 heures. Hein? Jeudi. 14 heures aux 18 heures. Ouais. Ouais. Jeudi. Hein, Jeudi, comme des fausses nouvelles, Alex. C'est pas demain, c'est jeudi? Jeudi. Ben, tu pourrais avoir le théâtre pour toi tout seul, ce qui serait... C'est bien que je posais la question parce que dans mon calendrier, c'était demain soir à... Bon. Est-ce qu'on y va? Ah oui. Sylvie. OK. Bon, bonsoir tout le monde. Je vais même enlever mon... enfin, il se passe quelque chose. Donc, j'imagine que vous avez tous compris que si on a décidé de choisir cette formule en ligne, c'est parce que c'est impossible à cause des conditions sanitaires et tout ça, d'utiliser notre formule habituelle en concert. Hein. Les concerts ne peuvent pas durer plus d'1 heure. Donc, c'était soit pas de musique ou pas de Patrick. Je n'ai pas hésité. Bon, évidemment, comme pour vous, je ne sais pas pourquoi j'ai juste Alexandru en plein écran sur mon écran. Je ne sais pas le... Patrick, va en haut à droite, tu vas voir affichage. Ah, c'est beau. OK. Puis là, dans ton affichage, tu choisis la galerie. OK. Donc, j'imagine que pour vous comme pour moi, ce n'est pas la formule idéale et pourtant, ça présente certains avantages. Le premier grand avantage, c'est qu'évidemment, pour une fois, vous avez le droit de boire et de manger dans la salle. Le second avantage que ma copine vous envie jalousement, c'est que vous pouvez m'éteindre quand vous voulez. Et le troisième grand avantage, c'est que ça nous donne quand même un peu plus de temps que le normal de ce dont on dispose en concert.
Donc, j'aimerais ça en profiter pour faire quelque chose qu'on essaie toujours de faire un peu dans les concerts, mais qu'on ne réussit jamais à aller en profondeur, qui est de parler du contexte, de ce contexte historique et de l'histoire donc, qui mène à ce contexte et qui va mener à l'époque de Brahms. Le 19e siècle est un siècle assez particulier en art. Je ne parle pas nécessairement de la qualité des œuvres. Bon, il y a du bon, il y a du mauvais, comme à chaque époque, mais c'est surtout que c'est probablement l'époque dans l'histoire de l'Occident où la grande culture a eu la plus grande résonance dans la société. Hein. La société n'a jamais passé autant de temps à consommer, à faire et à penser à la culture qu'à la fin du 19e. Ça correspond aussi à surtout les 50 dernières années du siècle, ça correspond à quelque chose qui n'était pas arrivé depuis le Moyen Âge, c'est-à-dire la prédominance du monde allemand, tant politiquement, économiquement et intellectuellement sur le reste de l'Europe. Donc, ça fait plusieurs fois que je répète que même ceux qui ont en général des très bonnes connaissances en histoire, comme on est francophone, on connaît très peu l'histoire d'Allemagne. Et il y a des choses qui sont vraiment importantes de comprendre et de situer dans le temps si on veut être capable de comprendre des choses comme, attendez, il faut que je trouve mon... c'est pas ça que je veux, excusez. New share. Ça ne sera pas long, ça ne sera pas long. Donc, si on veut... Excusez-moi, je suis nul à... Pout avec ces machins. Fermez les onglets. Donc, je cherche une photo qui n'est pas là. Ce ne sera pas long, je suis désolé. Donc, il faut comprendre l'histoire allemande si on veut être capable de... Le voyez-vous? Voyez-vous cette horreur ici? On voit une carte, oui. Ah non, c'est pas ce que je veux non, montrer. ça s'en vient. Ça s'en vient. Non, c'est pas ça. Attends une seconde. Je vais recommencer. Une chance qu'on teste les choses vraiment. Hein? Ça ne le prend pas. Okay, ici. Voyez-vous? Oui. Bon, vous voyez toute une genre de Valkyrie en furie? Oui. Oui, OK. Donc, c'est essentiel de comprendre l'histoire allemande pour comprendre comment des grands artistes ont pu créer des choses comme ça au début du 20e siècle ou à la fin du 19e siècle de l'architecture qui ressemble à ça et qui va donner chez nous l'architecture qui ressemble à ça. Donc, il y a vraiment un lien, puis il y a un principe qu'il faut comprendre. Ça présume comprendre, retourner donc dans l'histoire allemande pour en comprendre les grands événements. Évidemment, le problème avec l'Allemagne, contrairement à la France, c'est que pour faire de l'histoire de l'Allemagne, c'est un pays qui est fragmenté. Donc, théoriquement, pour couvrir la période qui nous intéresse, il faudrait faire l'histoire d'à peu près 360 pays indépendants. Fait qu'on va essayer, on a beaucoup parlé d'Autriche dans nos conférences, on a parlé un petit peu de Saxe avec Schumann, et là, on va essayer de se concentrer sur un autre État qu'on a à peine effleuré et qui va être l'État qui va finir par dominer tous les autres du monde allemand. J'ai nommé le Royaume de Prusse. Le seul désavantage de cette présentation pour moi, c'est que ça m'interdit de commencer avec mon début préféré de tous les temps, qui est, comme vous le savez, la chute de l'Empire napoléonien. Je vais donc commencer plutôt par la chute de l'Empire romain. On vient de reculer de 1400 ans. Vous avez tous une idée de comment se produit un peu des invasions barbares. Hein? On a les tribus allemandes qui vivent à la frontière de l'Empire romain, qui est limitée par le Rhin et le Danube, et qui vont s'étendre sur le pourtour de la Baltique. Donc, ça fait des siècles que les Romains et les tribus allemandes sont voisines, et ça se passe en général assez gai. Il y a des petits problèmes entre voisins normaux, mais les Allemands sont relativement calmes. Jusqu'au jour où Attila va venir leur chauffer les fesses de l'autre côté. Donc, les Allemands pris entre les uns et les autres, là, vous êtes supposé de rire parce que j'ai tellement préparé ce mauvais jeu de mots, Attila, les uns et les autres. En tout cas, merci. Les Allemands vont donc choisir les autres. Ils vont envahir cet empire romain qui est déjà moribond.
Ça, c'est l'histoire classique. Et, évidemment, les faits sont beaucoup plus complexes que ça. Mais la seule chose qu'on a besoin de réaliser présentement, c'est que ce n'est pas l'Empire romain qui tombe. Là. L'Empire romain, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est séparé en 2, voire en 4. Et ce n'est en fait que sa partie qui, depuis des siècles, est déjà intellectuellement, économiquement, politiquement moins importante qui tombe. C'est l'Empire romain d'Occident qui tombe. L'Empire romain d'Orient va lui durer un autre 1000 ans. Jusqu'au jour où, en 1453, quand les Turcs vont conquérir Constantinople et la transformer en Istanbul. Parmi les tribus germaniques donc, qui envahissent l'Empire, la plupart vont juste se faire un très bref séjour sur la scène de l'histoire. Les plus drôles, c'est les Vandales. Donc, tu as vraiment l'impression qu'ils embarquent dans une boîte à savon quelque part en Allemagne, puis là, ils sont juste plus capables de freiner. Ils arrivent en Espagne, ils traversent toute l'Europe, ils arrivent en Espagne, ils finissent par ralentir. Mais là, tu as les Visigoths qui arrivent en arrière, qui poussent de l'autre côté, ils traversent en Afrique du Nord, ils repartent comme des malades dans l'autre sens, puis finalement, ils arrivent face à face avec une armée byzantine qui va les rayer de l'histoire. Moi, j'ai dit les plus drôles, mais sincèrement, quand on réalise que 1500 ans plus tard, on utilise encore leur nom dans le sens que vous connaissez, on se dit que les Vandales, finalement, c'était peut-être pas de la petite blague. Il y a d'autres tribus germaniques qui vont s'installer, qui vont créer des États, ils vont finir en général par s'assimiler à la population latine qui est déjà présente, mais on trouve leurs traces dans l'onomastique, les noms de lieux. La Bourgogne, c'est le pays des Burgondes, la Lombardie, c'est le pays des Lombards, l'Angleterre, le pays des Angles, qui vont être rejoints par les Saxons, ce qui donne les Anglo-Saxons. Toutefois, la plus importante des tribus germaniques, celle qui se dirige vers l'avenir, si vous voulez, les Francs, donc ne s'installeront pas dans les deux régions européennes qui portent présentement encore leur nom. Ils ne sont ni en France, ni en Franconie allemande. Les Francs se sont déjà divisés donc, en deux tribus. Tu as les Francs ripuaires qui vont s'installer, comme on l'indique, sur les rives. Allô? Donc, ils s'installent sur les rives du Rhin. Ils restent donc en terre allemande. Et les Francs saliens, les plus importants, ceux qui nous intéressent, vont, eux, traverser en Belgique. 300 ans plus tard, ces Francs saliens dominent déjà pratiquement toute la France et un bon gros tiers de l'Allemagne actuelle. Et là, ils vont hisser sur le pavois, selon leur coutume, le plus grand de leurs monarques. Il s'agit de Charles le Grand, qu'on dit Carolus Magnus, donc en français Charlemagne. Charlemagne va donc poursuivre cette grande expansion. Il va aller se casser la margoulette en Espagne, c'est ce que nous raconte la chanson de Roland, donc sa grande défaite espagnole. Mais à l'est, il va intégrer la quasi-totalité des tribus germaniques qui restent et pousser la frontière jusqu'à l'Elbe. Et là, il va frapper le jackpot. Il va conquérir l'Italie. Donc, le pape a besoin d'aide parce qu'il y a des problèmes avec les Lombards, donc ils sont dans la région de Milan. Et il va combattre il va défaire les Lombards, va ceindre la couronne de fer de leur roi à Pavie, et il se dit que tant qu'il est rendu là, aussi bien aller visiter Rome. Et là, on arrive à la grande date de son règne, qui est probablement la plus grande date entre la chute de l'Empire romain en 476 et peut-être l'an 1000. Cette date, c'est le 25 décembre, donc le jour de Noël de l'an 800, quand Charlemagne se fait couronner empereur par le pape Léon III, restaurant ainsi l'Empire romain d'Occident. Donc, je vous montre un denier qui a été frappé sous Charlemagne pour vous montrer à quel point cette fabulation de restauration de l'Empire romain est prise au sérieux. On a vraiment un empereur romain, c'est Charlemagne. Pour nous qui sommes majoritairement descendants de Français, et c'est encore plus vrai pour les Français qui ne sont pas encore descendus, Charlemagne, c'est un souverain français. Mais pour les Allemands, c'est un souverain allemand. Et c'est eux qui ont raison. Les Carolingiens, donc Charlemagne et ses descendants, et a fortiori les Mérovingiens, la lignée qui précède, ils ne parlent pas le roman, la langue l'ancêtre du français, ils parlent le tudesque, l'ancêtre de l'allemand. Et si, pour les Allemands, Charlemagne est donc un empereur allemand, son empire est également un empire allemand.
Et cet empire, il va donner naissance à un des grands fantasmes médiévals, c'est cet empire uni, un Occident uni dans une seule foi et sous un seul glaive. Donc, les Allemands vont commencer à imaginer que leur destin national, c'est d'établir cet empire qui unit en premier l'Occident et qui va finir par unir tout le royaume de Dieu. Et ça, c'est important parce que ça va demeurer à travers l'histoire. Et on le voit 200 ans après Charlemagne, quand les derniers Carolingiens vont disparaître, à cause des Vikings en partie et à cause des luttes internes. Les Allemands, leur réaction, c'est qu'ils vont créer un nouvel empire. Ce sera le Saint-Empire romain de la nation germanique. Bon, il ne s'appelle pas comme ça à cette époque-là, mais c'est la même chose. Donc, en 962, ils élisent Othon de Saxe comme le premier empereur du Saint-Empire, Othon Ier. Et donc, cet empire, comme je l'ai dit, il se veut universel, mais là, ils ont un problème, c'est que dans cet empire, il y a des Français. Et avec les grandes capacités linguistiques des Français, ils n'ont toujours pas appris l'allemand en 450 ans, et ils vont donc réagir et se sortir d'une certaine façon de la domination allemande. Ils vont élire, eux autres, 25 ans plus tard, en 987, Hugues Capet comme roi, donc le fondateur de la lignée des Capétiens, qui est en fait le premier roi français. C'est le premier qui est de culture et de langue romane qui prend le pouvoir. Donc, c'est un peu ce fantasme d'empire universel, il va perdurer dans l'histoire allemande. Évidemment, ce n'est pas dans le quotidien. Hein. Les Allemands ne se lèvent pas chaque jour de leur vie en se disant « aujourd'hui, je vais conquérir le monde ». Bon, quoique, ils sont un petit peu comme ça aussi. Là. Mais les Polonais disent que un Allemand, c'est beaucoup, 2, c'est trop, 3, c'est dangereux. Je trouve ça très drôle. Mais on va voir que ça traverse la littérature allemande et c'est récurrent dans la propagande politique. Ça va être très fort au 16e siècle quand Charles Quint, l'empereur Charles Quint, va cumuler à peu près toutes les couronnes d'Europe sur sa tête, sauf celle de François Ier de France. Et ça va être aussi exactement le piton sur lequel le fou furieux de Hitler va peser en promettant aux Allemands un grand Reich qui va durer 1000 ans. Au 19e siècle, c'est omniprésent, cette notion de, pas nécessairement un empire, mais cette notion de gloire associée à l'empire allemand. C'est omniprésent dans l'imaginaire comme populaire, c'est omniprésent dans les arts, ce qui explique la première photo que je vous ai montrée, et c'est aussi omniprésent dans le discours politique qui va mener à l'unification de l'Allemagne qui arrive en 1871, donc quand Brahms a 38 ans. Je vais vous montrer la carte de l'Empire de Charlemagne. Donc, vous voyez, c'est quand même très vaste pour l'époque. Il y a deux petites choses que je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous êtes capable de lire parce que c'est assez petit, mais je veux juste qu'on identifie les 4 grands fleuves d'Allemagne, parce que c'est important pour la géographie et pour comprendre les conflits. Donc, le premier, on a ici le Rhin qui coule et qui se sépare. Le Rhin, évidemment, c'est le plus important des fleuves allemands. C'est cette frontière naturelle pour laquelle les Français et les Allemands vont se battre pendant un millénaire. C'est assez ridicule de penser qu'on se bat pendant 1000 ans pour avoir une frontière qui va nous empêcher de se battre. Après ça, on a le Weser qui est ici, dans le centre, qui est moins important, donc on n'en parlera pas. Et là, on a les 2 grands fleuves de l'Est. On a l'Elbe, qui forme un peu la frontière de l'Empire carolingien, qui est le fleuve de Dresden. Et on a enfin l'Oder, qui est l'actuelle frontière avec la Pologne. Tout le tour de ce territoire carolingien, on en voit juste une ici, mais on a ce qu'on appelle des marches. Les marches, ce sont donc des territoires frontaliers, ce sont des territoires militarisés. Ils ont à leur tête un markgraf, donc un comte de la marche, ce qu'on traduit en français par un markgrave et qui va donner notre marquis, qui sont des chefs militaires. On a ici la marche d'Espagne, mais de ce côté-ci, on a plusieurs marches, mais les 2 plus importantes qui sont l'Ostmark, la marche de l'Est, qui va devenir l'Autriche, et ici, on a la marche du Nord. Dans cette marche du Nord, on a un tout petit territoire ici, qui a l'air de rien, qui va devenir, un peu plus tard, la marche de Brandebourg. Cette marche de Brandebourg, c'est vraiment
ben, les deux marches, la marche d'Autriche et la marche de Brandebourg, ce qui va faire leur grandeur, c'est les deux, ça va devenir les deux plus grands États allemands. Ce qui va faire leur grandeur, c'est qu'ils vont servir un peu de base d'opération pour la colonisation allemande vers l'Est. Ce qu'on va appeler plus tard, c'est un grand mouvement qu'on va appeler le Drang nach Osten, l'élan vers l'Est. Et que, bon, évidemment, beaucoup plus tard, au 18e, 19e, 20e siècle, les historiens allemands vont le justifier en disant que finalement, les Allemands font juste retourner à leur terre ancestrale, celle qu'ils occupaient avant la chute de l'Empire romain. Je ne veux pas faire de parallèle contemporain avec des terres ancestrales non cédées parce que je prépare mes subventions, mais c'est un petit peu le même principe. Hein. Ça fait 1500 ans qu'il y a des gens qui vivent là puis qui ont bâti leur vie, mais on dit que ce sont nos terres. Donc, à partir d'Autriche, l'effort vers l'Est va se concentrer vers les Balkans, tandis que dans le Nord, on va aller directement vers la Russie qui est plus loin. Cet effort, bon, pendant 300 ans de la chute de l'Empire de Charlemagne jusqu'au 12e siècle, à peu près, la frontière est mouvante. Hein. On joue au yo-yo, on se bat d'un côté, on perd, on gagne, puis la frontière bouge. Mais en 1157, on a un petit noble qui est dans ce territoire, dans la future marche de Brandebourg, qui s'appelle Albert l'Ours. Il fait partie, moi j'aime ça, il fait partie de la famille des Ascanières, okay, qui est une assez grande famille. Ascanières, le nom vient d'une latinisation du nom de leur fief d'origine qui se dit Ashleben. Fait que Ashleben, ça se traduit par vie de cendre. Fait que moi, je peux juste imaginer la petite fille qui se faisait par ses parents. Ma fille, nous avons assuré ton futur. Tu vas te marier avec Albert l'Ours et tu t'en vas vivre au château de vie de cendre. Des fois, la poésie des mots donne mieux, une meilleure impression de l'époque que n'importe quelle analyse historique. Donc, Albert l'Ours va prendre l'offensive, il va traverser l'Elbe et il va conquérir ce territoire ici qui est entre l'Elbe et l'Oder. Et il va donc défaire les Slaves qui sont installés là. Il va prendre la forteresse de Köpenick, qui est maintenant un quartier de Berlin. Il va continuer, il va se faire un autre territoire de l'autre côté de l'Oder. Donc, on va avoir l'ancienne marche d'un côté, la marche du milieu et la nouvelle marche de l'autre côté de l'Oder. Dans la marche du milieu, il va créer des villes, donc la ville de Brandebourg sur Havel, qui va donner le nom au territoire, et une ville qui bientôt va s'appeler Berlin. Le Brandebourg, c'est une terre de merde, okay? Et c'est sérieux. C'est plat, c'est gris, c'est mouillé et c'est complètement improductif. La terre de Brandebourg produit un sixième de la terre française. Pour vous donner l'idée, le mot Berlin, il vient d'un vieux mot slave, birlo. Les étymologues allemands le traduisent par trois termes. Le premier, c'est morast, qui en français se traduit par marais ou boue. Le deuxième, c'est Zanf, qui se traduit en français par marécage ou cloaque. Et le dernier, c'est Feuchtestelle, qui se traduit par endroit mouillé. Ça donne vraiment le goût. Donc, ça, c'est les débuts de ce grand mouvement vers l'Est. Et là, il va arriver un événement capital qui va énormément accélérer, au moins dans le Nord, cette grande colonisation allemande. Et ce mouvement, il ne vient pas d'Allemagne, il vient de Rome. C'est le pape Innocent III, qui est un des grands personnages médiévaux. C'est un pape, bon, si vous voulez situer, vous avez certainement déjà tout vu, au moins dans vos enfances, les films de Zeffirelli sur Saint François d'Assise. C'est le pape de Saint François. Donc, sur certains côtés, c'est un excellent pape. Hein. Il va moraliser un peu le clergé, il va admettre les franciscains et les dominicains au lieu de juste les brûler comme des hérétiques. Et pourtant, si ce pape a un problème d'envie, il y a une fixation justement sur ces hérétiques. Donc, c'est lui qui crée l'Inquisition. Le premier à forcer les Juifs et les Sarrasins à porter des signes distinctifs. Et ça, c'est hallucinant parce que la raison qu'on invoque, c'est pour s'assurer que les hommes chrétiens ne peuvent pas se défendre en disant qu'ils ignoraient que la fille avec qui ils viennent coucher était juive ou sarrasine. Et on va même citer le Lévitique, un verset du Lévitique qui dit qu'il est interdit d'accoupler des animaux de races différentes.
dans sa lutte contre les hérétiques, il va aussi être pris d'une véritable frénésie de croisade. C'est ce pape qui va lancer la 4e croisade, donc une grande croisade qui est supposée aller prendre Jérusalem et qui va finir par prendre Constantinople à cause des Vénitiens. Donc, les croisés prennent une ville chrétienne. C'est aussi lui qui va lancer la croisade des Albigeois en France, donc qui va permettre à la noblesse du Nord de complètement démolir l'Occitanie, donc toute la Provence et le sud de la France. Et finalement, il va lancer une 3e grande croisade, qui est la croisade contre les païens des pays baltes. Donc, les pays qui sont les pays baltes d'aujourd'hui, Lettonie, Lituanie et Estonie, complètement dans le coin de la Baltique. Évidemment, le pauvre Brandebourg n'a absolument pas les moyens de pouvoir procéder, d'accomplir le programme papal. Et là, on va faire venir pour s'aider des ordres de moines soldats. Ces ordres de moines soldats, il y en a plusieurs, ils sont nombreux. La plupart ont été créés pendant les croisades, donc en Terre Sainte. Ce sont des véritables moines qui font vœux, qui vivent en communauté, etc. Puis de temps en temps, ils sortent pour massacrer des infidèles. Leur mission officielle, c'est de défendre les lieux saints qu'on a conquis aux musulmans. Parmi les plus connus, on a les Saint-Jean de l'Hospitalier, les Chevaliers de Malte, les Templiers qui vont devenir de loin les plus puissants. Et finalement, l'ordre qui nous intéresse est l'ordre des Allemands de l'hôpital de Sainte-Marie de Jérusalem, qui vont passer à l'histoire sous le nom de Chevaliers teutoniques. La force de ces ordres, c'est qu'en gros, ils ont créé les premières armées modernes. C'est la première fois qu'on a des armées où les soldats sont permanents et entraînés. Les chevaliers teutoniques, comme leur premier nom l'indique, ce sont des hospitaliers. Donc, leur mission dans les villes, c'est de soigner les malades. Mais comme ce sont des Allemands, ils vont réaliser que tant qu'à faire mourir les gens à l'hôpital, c'est beaucoup plus efficace de prendre ça en amont puis d'aller les massacrer sur le champ de bataille. Ils vont donc se transformer en soldats. Et au 12e siècle, ils vont donc débarquer dans le Brandebourg avec la mission de partir vers l'Est pour aller conquérir les païens. Et sincèrement, ça passe comme dans du beurre. Le problème, évidemment, c'est qu'entre les deux, entre les Allemands et les païens, il y a les Polonais. Les Polonais sont chrétiens depuis déjà 2 siècles, mais on ne fait pas dans le détail. Donc, les chevaliers teutoniques vont se créer un immense empire, un pays. Si vous voyez, ici, on est à la frontière de l'Allemagne qui couvre tous les pays baltes, une partie de la Russie actuelle et tout le nord de la Pologne. C'est un pays qui est complètement indépendant. C'est un pays de moines qui est constitutionnel. Il ne relève même pas de l'Empire parce qu'il est situé hors des frontières du Saint-Empire, qu'on le voit ici en rouge. Je revenais un peu dans le temps, juste pour parler du Brandebourg, pour revenir au Brandebourg. Le Brandebourg, à cause de parce qu'il devient un peu la base de la colonisation vers l'Est, va prendre une importance en Allemagne que ses ressources ne justifient pas. On va voir ça dans un document qui s'appelle la bulle d'or de 1356. Et les bulles d'or, il y en a plusieurs, hein, c'est juste le nom qu'on donne aux décrets impériaux dans le Saint-Empire. On les appelle comme ça parce qu'ils sont scellés par une petite pastille en or qui est en forme de bulle. Et celle de 1356, elle est fondamentale pour l'histoire de l'Allemagne. Elle joue un peu le rôle en Allemagne, le même rôle que la Carta Magna, la Magna Carta en Angleterre. C'est-à-dire, c'est presque un texte de base constitutionnelle pour le développement du pays. On n'est pas trop certain, mais on pense que le contexte est un peu similaire à ce qui va se passer à peu près au même temps en Angleterre. C'est-à-dire que c'est en gros une révolte des grands nobles qui vont s'asseoir pour limiter le pouvoir du souverain. Donc, la bulle d'or de 1356, elle décrit toute la structure de l'Empire et surtout son processus d'élection. Et c'est détaillé. Hein? On prescrit que l'élection de l'empereur ont lieu dans la ville de Francfort à Maine, à l'ouest, pardon. Le couronnement a lieu à Aix-la-Chapelle, donc la ville de Charlemagne, la capitale de Charlemagne. Les régalias, les insignes du pouvoir de l'Empire sont gardés à Nuremberg, ce qui est un peu normal parce que Nuremberg, c'est un peu la Florence d'Allemagne. C'est une ville hyper riche qui s'est bâtie sur la banque. Et finalement, le point le plus important, c'est qu'on va nommer les 7 grands électeurs. Donc, les 7 princes allemands qui ont le droit de vote pour élire l'empereur.
On a 3 grands princes électeurs qui sont ecclésiastiques, donc les princes archevêques de Cologne, de Trèves et de Mayence. Et on a 4 électeurs qui sont laïcs. On a donc le roi de Bohême, qui s'adonne à être l'empereur à ce moment-là également. Les Allemands, j'ai une parenthèse, les Allemands considèrent la Bohême comme une de leurs terres et ils font semblant de ne pas voir que c'est en très grande majorité peuplé de Tchèques. Donc, le roi de Bohême, après ça, on a le duc de Saxe, qui est un puissant personnage, le comte palatin du Rhin et finalement le margrave de Brandebourg. Le titre de prince électeur, c'est fondamental. Premièrement, ça donne un statut social. Deuxièmement, ça donne surtout des droits politiques que les autres princes allemands n'ont pas. Et finalement, encore plus important que n'importe quoi, c'est que ça permet aux princes électeurs de négocier leur vote à chaque changement de règne. En gros, si tu veux être empereur, ben, tu me donnes des terres, tu me donnes de l'argent, tu me donnes des titres, tu me donnes ce que je veux. Et les Brandebourgeois vont être experts dans ce genre de négociation. On va avancer un peu parce que j'ai aucune idée, il est rendu quelle heure. OK, on va sauter. Donc là, toute cette grande expansion avec l'ordre teutonique, ça se passe au 13e siècle. Et on va arriver au 15e où il y a 2 grandes dates qui sont fondamentales. Je vais commencer par la deuxième. Cette deuxième date, c'est 1415. Ça a l'air de rien, mais on a l'empereur du Saint-Empire, donc qui s'appelle Sigismond, qui a besoin d'argent pour financer sa lutte contre les Hongrois. Et il va lourdement s'endetter envers un petit noble qui est le burgrave de Nuremberg, donc cette ville hyper riche d'Allemagne. Ce burgrave, il appartient à la famille des Hohenzollern. Hohenzollern, c'est un nom important parce que c'est la même famille qui va produire le premier empereur allemand dans le temps de Brahms. Comme l'empereur n'est pas capable de payer sa dette, il va céder le Brandebourg aux Hohenzollern. Et à partir de là, on est sur une pente ascendante. La deuxième grande date, elle précède, c'est 1410. Depuis quelques années, le royaume de Pologne, qui est en bas ici, a fait une alliance. Le grand-duc de Lituanie a marié, ça c'est assez drôle, a marié Edwiga, qui est roi de Pologne. Bon, évidemment, c'est une femme, mais comme les Polonais sont des gros machos, ils refusent d'avoir une reine. Fait que, comme il y a juste une femme de disponible, ils ont décidé que c'était un roi. Et pendant 200 ans, la Lituanie et la Pologne vont être unies. Ce qui leur permet de construire finalement une force qui va être capable de remettre les chevaliers teutoniques à leur place. Donc, en 1410, à la bataille de Tannenberg, les chevaliers teutoniques vont être quasiment rayés de la carte. Leur état va continuer, ça va durer un autre 100 ans. Et là, on est rendu en 1525. En 1525, l'ordre teutonique ne garde plus que sa principale province, qui est ici, qui s'appelle la Prusse, avec la Poméranie. Ces 2 provinces-là. Évidemment, la Pologne-Lituanie est devenue une méga puissance. L'ordre ne fait plus de sens, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont pratiquement plus de pouvoir. Et là, le dernier grand maître de l'ordre va conclure une entente avec le roi de Pologne. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un moine. Hein? Donc, il va quitter l'état monastique, il va abandonner l'ordre, il va comme dissoudre l'ordre, il va quitter l'état monastique, ce qu'en théologie on nomme sortir le moineau, et il va se marier, et là, il va l'entendre donc avec le roi de Pologne, c'est qu'il peut garder la moitié de la Prusse, il va devenir un duc de Prusse, et tandis que l'autre moitié va relever maintenant du roi de Pologne. Excusez-moi, j'ai un chien qui veut jouer. Comment? Jack. Et donc, c'est ça. Donc, on va se ramasser avec le duché de Prusse, qui va être la partie orientale ici. Entre les deux, on va avoir la Prusse royale qui appartient désormais à la Pologne. On a donc l'Allemagne, Pologne, et là, un genre d'île allemande qui est perdue dans une mer de Slaves et qui va devenir un petit peu une obsession pour le monde allemand de récupérer, de faire le pont entre les deux. Donc, quand le dernier grand maître de l'ordre teutonique décide de retourner à l'état civil et de devenir duc, ça tombe-tu bien pour le Brandebourg parce que ce dernier grand maître, c'est un Hohenzollern. C'est une branche cadette, mais c'est la même famille qui domine à Berlin. Donc, un autre 100 ans plus tard, la Prusse va se ramasser où l'héritière de Prusse est une femme, Anne de Prusse.
Et elle va donc se marier avec son lointain cousin, Jean-Sigismond de Brandebourg. Et à partir de là, la Prusse et le Brandebourg vont être unis à tout jamais. Ce qui est intéressant aussi avec Anne de Prusse, c'est qu'elle ne vient pas juste avec la Prusse, elle vient avec des territoires à l'ouest, sur le Rhin. Des territoires assez insignifiants, le duché de Clèves, le comté de Berg, etc., etc. Mais si les Français avaient été capables de lire dans une boule de cristal, ils auraient pu se rendre compte que ces territoires-là, ils sont franchement juste bien trop proches de leurs frontières pour être capables de se sentir en sécurité. À peu près au même moment, à 8 ans de différence, où le duché de Brandebourg donc, met la main sur la Prusse, il va se passer le plus grand événement de l'époque. C'est aussi encore probablement l'événement le plus important entre la découverte de l'Amérique et la Révolution française. C'est le jour où le moine Martin Luther, qui est en rébellion contre la hiérarchie de l'Église, va sortir de son église de Wittenberg et va clouer sur la porte les 95 résolutions contre le trafic je cherche un mot. Les 95 thèses contre le trafic des indulgences de l'Église. Okay? Ce qui semble tout à fait anodin, ça se passe à Wittenberg. Wittenberg, c'est... Attendez, je pense que j'ai une carte. Non, ça, c'est la carte du... Wittenberg, c'est pas ça que je veux. Et Wittenberg, c'est en Saxe, juste avec la frontière, avec le duché de Brandebourg. Ce geste assez insignifiant de révolution, il va provoquer la Réforme. La Réforme, donc, c'est le grand schisme religieux qui va déchirer l'Europe pendant 2 siècles. Je n'ai pas le temps de faire l'histoire de la Réforme parce que ça prendrait 12 autres conférences, c'est quelque chose qui est majeur. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que l'Europe va se diviser en 2. Au début, c'est un peu confus. Hein? Il y a des réformés, on les appelle des protestants parce qu'ils protestent. Il va en avoir répartis un peu partout. Il y a des grandes communautés en France, un peu partout. Mais progressivement, ça va finir par se polariser. En Allemagne, le nord de l'Allemagne va être protestante et le sud va demeurer catholique. Hein? Les grandes principautés du sud, l'Autriche, la Bavière, demeurent catholiques, mais tout le nord de l'Allemagne est donc protestant. Il y a plusieurs, disons, sous-sectes chez les protestants parce qu'ils vont finir par se chicaner assez rapidement. On a les luthériens qui sont principalement allemands, les calvinistes qui sont basés en Suisse, et les presbytériens en Écosse, etc., etc. C'est un grand, grand mouvement. Un jour, on va arriver où l'Autriche va décider de rétablir son ascendance sur l'Allemagne et de transformer les protestants et les faire ramener à la raison, donc au catholicisme. Et là, il va se produire, va débuter une des pires guerres de l'histoire, peut-être la pire guerre qu'on a eue avant la Première Guerre mondiale, qui va être la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648. Évidemment, ça commence comme un conflit allemand du sud contre le nord et ça va finir très rapidement avec un conflit européen. Tout le monde s'y mêle. Évidemment, l'Autriche, je pense qu'elle va avoir la mission facile parce qu'il n'y a aucune principauté dans le nord qui a sa puissance. Mais là, il y a la Suède qui est devenue probablement la plus grande puissance militaire de l'époque qui va descendre pour sauver les Allemands protestants. Ce que ça va donner en Allemagne, c'est que pendant 30 ans, les armées d'Europe vont sillonner l'Allemagne. Évidemment, il y a des batailles, des grosses batailles qui provoquent énormément de morts, mais ce qui va être le vrai traumatisme, c'est que pendant 30 ans, on a des armées qui vivent sur le terrain. Donc, ça vole, ça pille, ça viole, ça crée des disettes, etc. L'Europe centrale va perdre, on estime, 60% de sa population en 30 ans. La ville de Berlin passe de 13 000 habitants à 3 000 habitants. Parce que le Brandebourg va être au cœur de cette guerre. Hein. Le Brandebourg n'a aucune défense naturelle. Il n'y a pas d'armée non plus. Comme la majorité des États, quand ils ont besoin de soldats, ils engagent des mercenaires, les fameux Laskonnais allemands. Et là, ils se ramassent à se faire piétiner pendant 30 ans et à se faire ravager. Heureusement pour le Brandebourg, quand la guerre va se terminer en 1648, ils ont depuis 8 ans un de leurs grands monarques sur le trône, l'électeur Frédéric Guillaume Ier, qu'on va appeler le Grand Électeur. Le Grand Électeur, il va commencer une grande tradition prusse qui va durer pour un autre 300 ans. Ce qui est fantastique avec la Prusse, c'est que peu importe
qui arrive dans une guerre, qu'elle gagne, qu'elle perde, elle en sort systématiquement toujours avec des gains territoriaux. Et il y a une raison pour ça, c'est que la Prusse est une puissance secondaire. Donc, à chaque fois qu'une guerre se termine, donc c'est une puissance secondaire. Ce n'est pas quelqu'un qui peut causer énormément de problèmes par soi-même, mais c'est un allié qu'on veut garder de son côté, qui peut faire la balance dans un conflit. Donc, à chaque fois qu'un conflit finit, le gagnant pense qu'une des bonnes façons d'affaiblir le perdant, c'est de renforcer la Prusse. Fait que la Prusse va... La Prusse va systématiquement gagner du territoire et de la puissance aux dépens des autres sans rien demander. Donc, quand la guerre finit, le grand électeur va réussir, bon, il y a une autre guerre qui suit, la Grande Guerre du Nord, mais avec des défaites, en appelant défaite après défaite, le grand électeur va réussir à tripler le territoire de la Prusse. On le voit, c'est ce qui est en orange ici. Le grand électeur aussi va réaliser qu'il a besoin d'une armée, donc il va créer une armée de métier, ce qui va donner un peu le signe caractéristique de la Prusse. Et il va surtout avoir besoin de repeupler son territoire. Et là, quand la guerre de 30 ans se termine, avec... excusez-moi, donnez-moi une seconde, je vais sortir le chien, je ne suis juste pas capable de comprendre. Excusez-moi. Donc, quand la guerre de 30 ans se termine avec le traité de Westphalie, il va se produire quelque chose en France, c'est que Louis XIV va révoquer l'édit de Nantes. Donc, l'édit de Nantes, c'est ce qu'Henri IV avait émis pour donner les mêmes droits aux protestants qu'aux catholiques. Et là, Louis XIV enlève toute protection pour les protestants, il leur interdit de célébrer leur religion, etc., des persécutions. Le grand électeur va réagir avec l'édit de Potsdam. Donc, non seulement il offre l'asile politique à tous les Huguenots, les protestants français, mais il leur donne des conditions absolument extraordinaires. On donne terre, on donne crédit d'impôt pour 10 ans, etc., etc. Et là, il y a une masse de Français qui vont se diriger vers le Brandebourg. Il y a 20 000 Français qui vont s'établir à Berlin. Et on va arriver à un point où Berlin est à 1/3 français. En pleine institution, l'Académie des sciences qu'on vient de fonder, on parle en français parce qu'il n'y a pas assez de monde qui parle allemand. Donc, c'est vraiment un côté qui est assez particulier de Berlin et qui va se refléter pendant longtemps dans leur sens de l'humour. Les Berlinois ont un sens de l'humour qui n'a rien à voir à faire avec l'humour allemand et qui est hyper sarcastique et qui ressemble passablement à l'humour français, peut-être un petit peu plus noir. Donc, je vais vous montrer, ça c'est le grand électeur, qui n'était pas très beau, mais ce n'était pas sa job. Il n'était pas mannequin, il était roi. On va passer un peu plus vite après ça pour accélérer. Le seul grand événement qui va suivre tout de suite le grand électeur, c'est Frédéric III. Donc, ça, je vous ai déjà conté l'histoire, je pense, dans la série sur Mozart, ça fait des siècles. Frédéric III, encore dans ce jeu où on monnaie son soutien à l'empereur. L'empereur est en lutte, il a besoin de troupes, il va demander l'aide du Brandebourg et de la Prusse. Et Frédéric III offre son soutien à condition qu'il soit nommé roi. Ce qui pose un gros problème parce que pour l'empereur, c'est hors de question d'avoir un autre roi dans son empire. C'est interdit de toute façon par les statuts. Mais comme il a vraiment besoin de l'aide du Brandebourg, il va accorder le titre de roi en Prusse. La Prusse ne fait pas partie de l'empire, donc le nouveau roi en Prusse a le droit d'être roi quand il est en dehors de l'empire, mais il n'est pas roi quand il est dans l'empire. Ce qui va nous mener à l'autre personnage important. On est rendu au début un peu plus loin dans le 18e siècle. Frédéric Guillaume Ier. Il s'appelle pareil comme l'autre, comme le grand électeur, mais le grand électeur est un grand électeur. Lui, il est roi en Prusse. Les Allemands l'appellent le roi soldat et les Français lui ont donné un titre beaucoup plus rigolo qui est le roi sergent. C'est un obsédé de l'armée. Il va bâtir la Prusse à cette époque est le 12e pays d'Europe en population. Il va bâtir la 3e puissance militaire du continent. 85% du budget national est consacré à l'armée. La discipline est horrible, ça va même jusqu'au ridicule. Les soldats qui n'ont pas assez de poils pour avoir la moustache et la barbe réglementaire sont obligés de se la peindre dans le visage. Et il va bâtir donc, il va transformer carrément la Prusse en caserne.
Et le plus ridicule, c'est qu'il ne s'en servira jamais. Il va s'en servir une seule fois et à peine s'ils vont faire de la figuration. Ce qu'il aime, en gros, c'est de se sentir puissant et de regarder ses soldats défiler. Sauf que quand il va mourir en 1740, à sa place, son fils va prendre sa place. Et son fils, c'est un jeune écervelé que son père a fait mettre en prison à plusieurs reprises, tellement qu'il est stupide, et qui va s'appeler Frédéric II et qui va s'avérer être Frédéric le Grand. Avant de parler du personnage le plus intéressant de l'histoire, un des personnages les plus intéressants, les plus fascinants de l'histoire occidentale, j'ai besoin de faire une petite bulle. On est-tu dans le temps? Nancy, je vois. Ah, il reste 15 minutes. On va être capable d'arriver au moins en grande ligne. Ouais. 15 minutes. OK. Vous êtes correct pour un autre 15 minutes? OK, je ne vois pas les autres. OK. Donc, le grand événement qui arrive avec le début du règne de Frédéric le Grand, ça se produit quelques années auparavant. Donc, ça se produit en Autriche. On a l'empereur Charles VI. Bon, vous vous souvenez que les Habsbourg vont monopoliser le titre d'empereur pendant 500 ans. Et si les Habsbourg ont une énorme qualité, c'est qu'ils font des enfants. Ils font des enfants à profusion. Mais là, pour l'une des rares fois dans l'histoire, Charles VI n'a qu'une fille comme héritière, qui sera Marie-Thérèse d'Autriche. Et fort inquiet de sa succession, parce qu'évidemment, il y a énormément d'opposition tant à l'interne que dans l'Empire qu'à l'extérieur, Charles VI va consacrer un énorme temps à créer et faire signer un document qui s'appelle la pragmatique sanction. Donc, que sous les puissances environnantes, on garantit que Marie-Thérèse va hériter de la totalité des avoirs de la maison d'Habsbourg. Et elle ne peut pas être impératrice du Saint-Empire parce que les femmes n'ont pas le droit, mais on va s'assurer que le titre passe à son mari, François de Lorraine. Donc, en 1740, qui est une date vraiment fascinante parce que le roi Serge-Jean meurt en Prusse et donc Frédéric devient roi de Prusse. Et parce que lui, il va changer le titre de roi en Prusse à roi de Prusse sans demander la permission à personne. Et quelques mois plus tard, Charles VI meurt, laissant Marie-Thérèse sur le trône. Frédéric II a 28 ans, Marie-Thérèse, elle en a 22. La pragmatique sanction, donc cette garantie d'héritage pour Marie-Thérèse qui a été signée par la France, par l'Angleterre, par tous les pays d'Europe et notamment par le principal allié, celui que la cour autrichienne juge le plus fiable de tous ses alliés, la Prusse, ça ne prend pas 2 secondes pour que ça pogne le bord. Et le premier à y aller, c'est Frédéric II, qui n'attend pas 2 minutes, et il fonce sur la Silésie. La Silésie, c'est cette province ici, cette grande province, donc la capitale est Breslau, Wrocław en polonais. Ça a l'air de pas grand-chose, mais c'est 1 million d'habitants. C'est de loin la province la plus riche d'Autriche. Elle génère 20% des recettes fiscales de l'Autriche. Pour comprendre Frédéric II, c'est assez dur à décrire. Frédéric II, c'est de loin le personnage le plus intelligent du siècle. C'est le seul qui est capable de répondre du tac au tac à Voltaire et même de le mettre dans ses petits souliers quand il ressent le besoin. Et en plus, Frédéric II a un avantage que Voltaire n'aura jamais, c'est que si Voltaire n'est pas d'accord avec lui, il est capable d'y envoyer des soldats, de le kidnapper et de le garder emprisonné jusqu'à ce que Voltaire dise que finalement, Frédéric a raison. C'est un homme hyper cultivé. C'est un musicien, il joue excellemment de la flûte, il compose, on a 150 œuvres de lui. Bon, c'est pas du grand génie, mais s'il n'avait pas été roi de Prusse, il aurait très bien pu gagner sa vie comme musicien professionnel. C'est quelqu'un qui écrit, etc. Sauf que c'est un homme de complète contradiction. Donc, il aime les arts et il va contribuer grandement. C'est lui qui bâtit sans souci à Potsdam, le Versailles berlinois, allemand, mais il va utiliser les arts strictement pour la seule fonction de soigner son image et celle de son pays. Il est l'homme d'État parfait. La meilleure comparaison, c'est le prince de Machiavel. Si on avait à trouver un personnage dans l'histoire qui correspond parfaitement au prince de Machiavel, c'est Frédéric II. Sauf que ce mec, il est tellement amoral dans le sens qu'il n'a aucune morale
qu'en 1739, donc quelques mois avant d'arriver au pouvoir, il a fait publier un traité politique qui s'appelle l'Anti-Machiavel. Donc, où il décrit justement qu'il fait un petit peu son programme futur, le programme futur de son règne, où évidemment, il est un ami des philosophes. Pour lui, un souverain doit être là pour son peuple, et la pire chose qu'il peut faire dans la vie, c'est de s'engager dans les guerres externes. Ça ne prend pas 2 minutes qu'il est roi, ils font sur la Silésie. C'est le plus grand des menteurs, le plus grand des manipulateurs qui a jamais existé. Il le fait systématiquement pour agrandir sa patrie. Et ce n'est pas quelqu'un qui est imbu de lui-même, très au contraire. C'est vraiment quelqu'un qui le fait parce que c'est sa job. Donc, il va conquérir la Silésie. C'est les guerres, ce qu'on appelle justement les guerres de Silésie. Évidemment, encore une fois, tout le monde va se mêler de la partie. La Prusse va réussir à s'allier avec la France, qui va pour l'aider, pour abaisser l'Autriche, comme d'habitude. Mais là, la journée que Frédéric a pris la Silésie, il n'y a plus besoin de la France, il n'y a plus besoin d'être en guerre. Il se sort de la guerre et la France se ramasse toute seule avec l'Autriche et avec les combats. Voltaire va d'ailleurs dire ce qui va devenir une expression proverbiale pendant longtemps en France, travailler pour le roi de Prusse, ce qui veut dire en gros travailler pour rien ou travailler pour autrui sans en tirer aucun bénéfice. En gros, une job de bureau. Donc, de l'autre côté, on a Marie-Thérèse qui va être aussi Marie-Thérèse la Grande. Il y a une raison pour ça, c'est qu'évidemment que quand elle arrive au pouvoir, il n'y a personne qui la veut là, tant à l'interne qu'à l'externe. La guerre se déclare, la France s'implique, tout ça, parce qu'on veut tout aller chercher un bout d'Autriche. Et Marie-Thérèse va être absolument magistrale, parce qu'elle va réussir à complètement consolider son pouvoir à l'intérieur, à se faire admettre comme femme sur le trône d'Autriche. Elle va défendre l'Autriche, elle va défendre ses frontières, et le seul bout qu'elle va perdre, ce sera la Silésie, qui est un bout important, mais elle est obligée de concéder la Silésie à la Prusse pour être capable de lutter contre la France. Et elle fait ça donc en 8 ans. Quand la guerre finit, elle a 30 ans. Et pendant le 8 ans qu'a duré la guerre, elle a eu 6 grossesses. 6! Je n'ai jamais compris pourquoi on ne l'appelait pas Marie-Thérèse la Grosse, parce qu'elle en a eu comme 23 enfants au lieu de Marie-Thérèse la Grande. C'est absolument épouvantable. Les guerres vont se poursuivre, il va y avoir une pause. Après ça, on tombe tout de suite dans la guerre de 7 ans. Donc, cette guerre qui nous a rendus anglais. Encore une fois, c'est Frédéric II qui met le feu aux poudres. Sauf que là, pour une fois, il va faire une énorme erreur de jugement. Il pense que ça va se passer un petit peu comme la première. Sauf qu'il a tellement écœuré tout le monde, il a tellement renié sa parole souvent qu'il n'y a plus personne qui veut s'allier avec lui. Et là, les Russes, les Autrichiens, les Français, tout le monde fonce dessus. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que en plus d'être brillant, d'être cultivé, tout ça, c'est un génie militaire. Hein. Sauf que là, il va arriver ce qu'il ne pensait jamais y arriver, il va se faire planter solide. Et en 1962, les Russes sont aux portes, les Autrichiens ont pris tout le sud du territoire, la situation est complètement désespérée, Frédéric est sur le bord du suicide, et il y a sincèrement juste un miracle qui pouvait le sauver. Frédéric le Grand, d'habitude, il est excellent dans ce qu'il fait, il est très bon, et en plus, quand il n'est pas bon du tout, il est chanceux. Parce que ce miracle-là, un des plus grands revirements tragiques de l'histoire de notre histoire, va se produire. Donc, sa pire ennemie, c'est la tsarine Élisabeth, qui le haït pour mourir et donc qui est aux portes de Berlin. Elle meurt. Et à sa place, c'est Pierre III, le tsar Pierre III, qui prend le pouvoir. Pierre III, ce n'est pas un Russe, c'est un prince allemand, c'est un prince de Holstein qui va hériter de la couronne russe par sa mère. Donc, il n'a jamais mis les pieds en Russie, ça fait quelques années qu'il est là. Il y a un mépris complet pour les Russes. Et en gros, c'est un petit peu un taré. Là. Sa fascination, c'est la Prusse. Imaginez d'avoir un tsar, imaginez que vous êtes en guerre contre un pays, puis votre souverain se promène habillé dans l'uniforme du pays contre qui vous vous battez. Donc, dès que Pierre III prend le pouvoir, il va cesser les hostilités et Frédéric va se sauver de la situation simplement pour cette seule raison. Malheureusement pour Pierre III, non seulement il est un petit peu taré, mais il est marié.
Il est marié avec une autre princesse allemande, hein, Sophia Frédéric Augusta OK, ça, il faut vraiment bien dire en français, de Saxe-Anhalt. Parce que je vous jure que si tu dis princesse de Saxe-Anhalt trop vite, là, ça ne sonne pas du tout pareil. Donc, cette princesse, elle, au contraire, qui est arrivée en Russie, elle s'est convertie à l'orthodoxie, elle a appris le russe et elle va tellement se familiariser avec les coutumes russes qu'au bout de 6 mois, elle fait assassiner son mari et elle va le prendre de pouvoir et le garder pour elle-même. On va la connaître sous le nom de Catherine la Grande. Donc là, on va se ramasser avec une situation absolument extraordinaire parce qu'on a 3 des plus grands monarques de l'histoire qui se font face. On a Frédéric le Grand en Prusse, Marie-Thérèse la Grande en Autriche et Catherine la Grande en Russie. Entre les 3, il y a la Pologne. C'est pas drôle d'être polonais dans la vie. Donc, très rapidement, les 2 grands souverains idolâtrés par les philosophes, ceux qu'on présente comme les souverains modèles, les souverains proches de leur peuple, Frédéric II et Catherine la Grande, vont s'entendre pour se séparer la Pologne. Marie-Thérèse, qui, elle, n'est pas du tout une philosophe, pas proche du mouvement des Lumières, c'est une catholique dévote, elle fait non, 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 vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas moral. Et évidemment, en chialant tout le long, elle va prendre son bout. Et on va quand même se garder une petite gêne, mais en 3 étapes, on va juste rayer la Pologne de la carte et on va disparaître. Donc, la Prusse devient un immense bloc ici qui va du Brandebourg au duché de Prusse avec la Silésie et va intégrer tout ce qui est en blanc ici. OK? Et ce qu'il y a ici, c'est toutes ces petites terres qui lui appartiennent à l'ouest, à la frontière quasiment avec la France. Dans la guerre de 7 ans, donc, Frédéric, comme d'habitude, Frédéric a perdu, il s'est fait complètement battre, mais lessivé. Mais la Prusse va quand même ressortir de cette guerre avec énormément de prestige. Hein. Son armée est considérée comme la meilleure d'Europe et quasiment considérée comme invincible. Et quand les guerres de la Révolution française va arriver, que Napoléon arrive sur le trône, les Prussiens sont absolument certains de leur supériorité. Ils ne se sont pas rendus compte que s'il y a une personne qui a compris les grandes leçons militaires de Frédéric le Grand, ce n'est pas l'état-major prussien, c'est Napoléon. Et là, la Prusse va tergiverser d'un côté et de l'autre, mais ils vont finir par défier Napoléon tout seul, et là, ça va être l'humiliation totale. Iéna, Friedland, 2 grandes batailles, ce n'est pas des défaites, c'est des défaites comme le Canadien de Montréal. C'est battu à plat de couture. Napoléon va occuper la Prusse, il va réduire le territoire à presque rien, va laisser des troupes françaises en garnison permanente sur la Prusse. Donc, c'est l'humiliation la plus totale qu'on peut imaginer. Sauf que, comme d'habitude, quand Napoléon, j'arrive à la chute de l'Empire napoléonien, la Prusse va s'en sortir avec plus de pouvoir, plus de terre. Et s'il y a une grande erreur que Napoléon a faite, il en a fait plusieurs, mais sa plus grande erreur, je vais trouver ce que je veux. Je l'ai dessus. Il manque une carte. Donc, c'est que Napoléon va réorganiser les États allemands. Ça, c'est la carte du Saint-Empire romain de la nation germanique tel qu'il était avant la Révolution. Donc, je vous ai toujours pensé 360 États, hein, c'est le bordel le plus magnifique qui existe au monde. C'est une pizza. Et ce que Napoléon va faire, c'est qu'il va passer de 364 États, il va les réunir à une trentaine d'États. Son idée, c'est de grouper les États de l'Ouest, donc pour faire un genre de ceinture de protection pour la France. Et ce qui va s'appeler la Confédération du Rhin. Le problème, c'est que, bon, évidemment, Napoléon ne peut pas le savoir parce que lui, il planifiait pour une victoire, mais c'est sa défaite qui est arrivée. Et en gros, il a réussi à lever le plus grand obstacle à l'unification du monde allemand. Parce qu'asseoir 361 princes autour d'une table, puis les forcer un après l'autre à renoncer à leur pouvoir, à être maître chez soi, c'est pas facile, mais quand il t'en reste 30, ça devient pas mal plus aisé à faire. Sauf que ça ne se passera pas immédiatement.
le congrès de Vienne qui met fin donc aux guerres napoléoniennes, c'est cet énorme congrès dont on a parlé assez souvent, où toutes les puissances européennes vont se réunir pour redessiner l'Europe, va revenir en gros à l'état d'avant la Révolution. Ça ne se fait pas dans les répartitions de pays parce que c'est impossible de refaire les échanges, mais on revient dans la mentalité et dans le conservatisme qui prédominait avant. Et ça va poser un énorme problème en Allemagne parce que les troupes, à travers l'Allemagne, le grand mouvement de libération de l'Allemagne, les grandes guerres de libération qu'on les appelle contre Napoléon, ils ne viendront pas à la base des États. Ils vont venir des volontaires. Ils vont venir des corps francs, des gens qui se réunissent eux-mêmes pour aller se battre contre Napoléon. Et ces gens-là, tous ces volontaires, c'est beaucoup d'étudiants, etc., ils ont deux grands idéaux, c'est l'unification de l'Allemagne, retrouver une grandeur à l'Allemagne et surtout être capable de résister aux Français, et un système constitutionnel. Et c'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer en gros au Congrès de Vienne, c'est que l'Allemagne va se répartir maintenant entre deux grandes puissances, entre la Prusse au nord et l'Autriche entre les deux, et tous les 28 autres États qui vont être ballottés d'un côté ou de l'autre. OK, je pense qu'on va arrêter là. Je vais regarder je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je trouve que c'est... parce qu'après ça, il va falloir qu'on embarque dans la marche vers l'unité allemande, puis plus dans le détail de ce qui se passe dans la société pour comprendre comment ça marche, puis ça risque de prendre un peu plus de temps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Vous pouvez mettre vos micros parce que je ne vous entends pas. Donc, écoutez, je ne sais pas si vous voulez qu'on en fasse... Là, je m'entends juste moi. Je ne sais pas si on peut peut-être en prévoir une autre, si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas tout endormi ou toute partie, j'ai aucune idée. On peut peut-être en prévoir une autre entre les deux concerts, qui va être plus courte. Parce que là, moi, je commence à fatiguer, puis j'ai l'impression que ça commence à être fatigant pour des gens qui sont assis devant un écran à me regarder moi. Moi, je peux vous montrer mon chandail. Excellente idée, Patrick. Un entre les deux. Oui. Très, très bien. Vraiment. Même Mimi est d'accord. Kuba est d'accord. Enlève ton partage d'écran qu'on te voit. Pardon? Enlève ton partage d'écran qu'on te voit. Partage d'écran, stop share. Bravo. Là, tout le monde. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Je trouve ça, sincèrement, un petit peu déroutant de faire ça en ligne. C'est la première fois, mais je ne peux pas dire que je me sens dans le même élément que d'habitude. Mais j'espère que ça va peut-être aider un petit peu à la compréhension de ce que j'essaie de vous dire par rapport au monde allemand. Non, c'était bien. Puis on va essayer de faire ça, de compléter ça. Peut-être dans 2 semaines, ça serait une bonne idée. OK. Une très bonne idée. Ouais.